Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet qui a été l'un des enjeux majeurs de la dernière campagne présidentielle, les déserts médicaux. Près de 9 millions de Français vivent aujourd'hui dans un désert médical, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas consulter plus de 2 fois par an un médecin, faute d'en avoir un à proximité. Et dans 5 ans, ce chiffre pourrait passer à 27 millions. Il est donc urgent de trouver des solutions car c'est la santé des Français qui est en jeu. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Comment lutter contre les déserts médicaux, des régions entières privées de médecins, des habitants désemparés, en colère, qui n'en peuvent plus de ces standards téléphoniques qui leur proposent des consultations avec des délais de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Bref, la situation n'est pas très réjouissante. Et pour débattre avec nous de ce sujet brûlant d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Boyer, DG du pôle accompagnement et soins Vive 3 Pays de la Loire. Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous. Et avec nous également le docteur Antoine Poignant, médecin généraliste et directeur scientifique de Médocteurs Cegedim Santé. Bonjour docteur Poignant. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, ma première question est très simple, Sandrine Boyer. Qu'est-ce qu'on entend précisément par désert médical? Combien de Français sont concernés? Quels sont les territoires les plus favorisés et les plus défavorisés? Alors, un désert médical, c'est une impossibilité ou une grande difficulté à accéder à un médecin généraliste. Alors on peut le qualifier de plusieurs façons, on en choisit principalement 2. La distance, quand vous parcourez plus de 10 km pour accéder à un médecin, ou en termes de temps, quand vous avez un délai de plus d'une semaine pour avoir un rendez-vous, on considère que vous rentrez dans le périmètre du désert médical. Alors justement, j'ai des exemples très concrets. 5 jours pour un rendez-vous chez un médecin généraliste, 3 semaines pour un dentiste, 1 mois et demi pour un rendez-vous chez un dermato. C'est vrai que le constat est quand même assez accablant. C'est assez alarmant. Alors après, bien évidemment, un certain nombre de cabinets ont quand même des créneaux d'urgence pour des situations qu'ils nécessitent, mais c'est vrai que les délais se rallongent et les distances se rallongent également. Et habituellement, on parlait de désert médical plutôt dans la ruralité. Et en fait, on se rend compte que même des villes de taille moyenne, désormais, ont des quartiers qui sont qualifiés de déserts médicaux. Docteur Poignant, on l'a bien compris, il y a urgence, mais comment en sommes-nous arrivés là? Quelles sont les causes de ces déserts médicaux? Trop de médecins qui partent aujourd'hui à la retraite et pas assez de nouveaux médecins formés? Alors, oui, bien sûr, pas assez de médecins formés, mais c'était il y a 10 ans, au moins. Donc, comme on le sait, il faut plus de 10 ans pour former un médecin. Et trop de médecins qui partent à la retraite, non. Les médecins partent à la retraite tout simplement quand ils ont atteint l'âge de la retraite, et souvent plus tard que les salariés du privé. Donc le problème, c'est le numerus clausus qui a été mis en place il y a 20 ans, 30 ans, sur les diverses mandatures et qui a complètement appauvri le tissu médical. Alors justement, en 2018, le gouvernement a essayé d'inverser la vapeur en supprimant le numerus clausus pour espérer augmenter le nombre de médecins formés, mais le résultat ne va pas se faire sentir avant une dizaine d'années. Et surtout, on n'a pas supprimé, on est bien d'accord, le numerus clausus. Voilà, il y a eu des déclarations de type « nous faisons un numerus apertus », donc c'est complètement ouvert. C'est juste complètement faux. Il y a un petit peu plus de médecins qui sont formés qu'avant, qui passent leur concours, mais ce n'est pas non plus énorme. C'est-à-dire qu'il y a plus de places en fait, c'est tout. Il y a entre 5 et 10% de places en plus, c'est tout. Oui, d'accord. Et ça va mettre 10 ans à apparaître, au moins 10 ans. Et puis encore faut-il que ces nouveaux praticiens formés s'installent aussi dans les zones les plus démunies, et ça, c'est pas garanti. Alors, ce qui n'est pas garanti, c'est qu'ils s'installent, parce que c'est une minorité de médecins formés, diplômés, qui finissent par s'installer. Pourquoi? Parce que les conditions d'exercice sont plus difficiles qu'autrefois. Et pour qu'ils s'installent dans les zones, il faut que les zones soient attractives pour eux. Un jeune médecin, il a une famille,
souvent des enfants, et donc il faut pouvoir... Ça, on va en parler, mais j'aimerais qu'on vienne aussi sur l'image de la médecine généraliste. On a l'impression quand même que ça fait moins rêver aujourd'hui d'être médecin généraliste, et c'est vrai que cette discipline a longtemps été considérée un peu comme le parent pauvre de la médecine, un peu une voie de garage où on envoie finalement les moins capables, et on en paye peut-être un peu aujourd'hui le résultat, non ? Alors oui et non. La consultation, le C à 25 €, c'est un des plus bas d'Europe. Un médecin en Grèce, c'est 80 €. Au Portugal, c'est 70 €. Donc en France, c'est 25 €. Si maintenant on corrige le montant de cette consultation, des aides qui sont apportées, puisqu'il y a une partie de la médecine qui est forfaitisée, on arrive péniblement à 35 €. On est toujours dans le bas de la fourchette. Ah oui, c'est sûr. Donc, en dehors de l'histoire des critères de sélection, de l'internat de médecine générale, qui comporte une année de moins, etc., et donc qui sélectionnerait les moins bons, il y a aussi le fait que la consultation n'est pas valorisée. Donc, effectivement, ce n'est pas attractif. Oui, il n'y a pas qu'une question d'image. Ah non. Alors, dans le passé, des aides financières sous forme de primes ont été mises en place pour attirer les nouveaux praticiens dans ces déserts médicaux, mais les résultats ont été assez décevants. C'était des primes qui pouvaient aller quand même jusqu'à 50 000 €, ce qui veut dire, et vous en parliez tout à l'heure, que la dimension pécuniaire n'est pas forcément suffisante. Alors, comme dans tous les métiers, c'est-à-dire que le salaire, les revenus, c'est une partie importante de l'attractivité du métier, mais il y a aussi la qualité de l'exercice. Et si vous êtes, en tant que médecin généraliste, précisément noyé sous la paperasse et que vous passez pratiquement une journée par semaine à remplir des papiers ou à télétransmettre, eh ben, c'est pas attractif. Et puis dans le prolongement, il y a aussi l'exercice isolé. Les jeunes médecins, ils ne veulent pas être en exercice isolé. Il faut aussi qu'on fasse évoluer notre façon d'aborder les organisations sur le terrain. Mais on va parler justement de ces solutions qui se mettent en place aujourd'hui. Mais bon, le sujet des déserts médicaux semble aujourd'hui s'être frayé une place, on va dire une petite place dans le débat public, puisque face à l'urgence de la situation, le gouvernement vient de proposer de rallonger d'une année supplémentaire l'internat des étudiants en médecine, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 3, ils vont en faire 4, en les incitant fortement à réaliser cette 4e année dans un désert médical. Et cette mesure, qui fait partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, est prévue pour 2023. Mais elle fait débat au sein du corps médical. Je sens que vous avez des choses à nous dire, oui. Docteur Poignant, sur le sujet. Et certains de vos confrères disent effectivement que envoyer les internes dans des zones où il n'y a personne, c'est prendre le risque qu'ils arrêtent la médecine, entre autres. Alors tout à fait. Donc ça ne concerne que l'internat de médecine générale, Médecine générale, oui, c'est important uniquement à préciser, d'accord. Donc, évidemment, l'exercice médical aujourd'hui, ce n'est pas un exercice isolé. Toute la formation de l'interne, elle se fait au sein d'une structure. Bien sûr. Donc, se retrouver tout seul avec un praticien au milieu de nulle part, d'abord, ce n'est pas formateur, et deuxièmement, ça donne envie d'arrêter médecine, peut-être. D'arrêter ou d'aller ailleurs. Donc, c'est-à-dire de changer de région. Donc, c'est une solution extrêmement temporaire et qui exerce quand même, c'est ce que disent les syndicats, et je crois qu'ils ont raison, une véritable violence psychologique sur ces jeunes médecins. Et puis ce dont il faut se rendre compte, c'est que les médecins qui vont partir en retraite, ou qui sont susceptibles de partir en retraite dans un délai proche, ils ont des très très grosses patientèles. Ils ont aussi des amplitudes horaires, ils vouent une grande partie de leur temps à donner des consultations. Et les jeunes médecins, ils ont aussi la volonté, et on ne peut pas leur reprocher, d'avoir une meilleure conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et ils ne sont pas forcément prêts à prendre des patientèles d'une telle envergure. Donc c'est aussi les mettre dans une certaine difficulté que de penser qu'on puisse les isoler et leur faire effectivement faire cette année-là dans ces conditions-là. C'est un vrai problème. On considère à peu près que pour remplacer un vieux médecin généraliste qui part à la retraite, disons à 70 ans, ça va être un homme essentiellement. Il va travailler peut-être 50, 60 heures par semaine, parfois le soir, en faisant des visites, etc. Il faudra 2 jeunes médecins généralistes pour le remplacer à peine. Oui. Donc il y a un vrai problème là. Effectivement, il y a un vrai problème. On ne travaille plus comme ça aujourd'hui. Et la féminisation de la profession aussi, qu'est-ce que ça a changé ? Ça joue aussi, bien sûr. Ça joue aussi. Et donc simplement Voilà, il y a les enfants, il y a les courses à faire, donc elles ne peuvent pas non plus le mari aussi s'occupe des enfants et des courses. Oui, de plus en plus, c'est vrai. Voilà, mais les jeunes médecins, c'est pour ça qu'ils globalement les jeunes médecins, qu'ils soient filles ou garçons,
ils ont besoin de garder du temps pour eux, pour des raisons d'équilibre psychique. Bien sûr. Et vous savez que les médecins sont une des professions qui se suicident le plus. Ouais. Il y a un taux de suicide des internes qui est le triple de la population générale. Et parmi les médecins, comme les agriculteurs, il y a beaucoup de suicides, justement à cause de la pression, parce qu'on est engagé à servir l'autre et en même temps, on n'a pas de recul. Donc on est coincé. Donc les jeunes ont compris ça et ils ne veulent pas travailler comme des fous parce qu'ils savent qu'ils prennent des risques avec leur santé mentale. Alors justement, en dehors de ces propositions gouvernementales qui sont loin de faire l'unanimité, parlons de toutes les autres solutions locales qui ont vu le jour récemment sur nos territoires pour lutter contre les déserts médicaux. Alors Sandrine Boyer, par exemple, vous avez monté dans cette belle région des Pays de la Loire, et plus précisément à Cholet, un centre médical d'un genre nouveau, c'est-à-dire qui propose des consultations uniquement aux habitants sans médecin traitant, une innovation qui a remporté depuis sa création en 2021 un vif succès. Regardez. Je ne peux pas vivre sans médecin. Non, non, non. Je ne peux pas. On a besoin des médecins. Depuis 2017, je n'ai plus de médecin traitant et tous ceux que j'ai appelés à Cholet dans les alentours ne sont pas disponibles. L'année dernière, ma conjointe a eu une intoxication alimentaire. Et on n'a pas eu le choix d'aller aux urgences. Ils nous ont demandé pourquoi vous n'êtes pas passé par votre médecin. On a dit qu'on n'en avait pas. Là, nous nous trouvons dans le quartier Jean Monnet, à Cholet. Et c'est là que se situe le service médical de proximité. Nous accueillons exclusivement des patients qui n'ont pas de médecin traitant. 9000 Choletais n'ont pas de médecin traitant. Cholet comporte 55 000 habitants. Et donc ça fait un pourcentage entre 15 et 20%. C'est aussi dans nos missions que de répondre aux besoins de la population. Donc nous, on est acteurs comme d'autres. Et on s'est emparé de ce sujet, entre guillemets, parce qu'on voulait que les choses avancent et qu'on avait des idées. L'objectif, c'est d'une part de faire de la formation, puis peut-être donner l'envie aux internes de rester avec nous. Pour l'instant, on est 10 à travailler, 10 médecins retraités. En fait, ce qui serait intéressant de travailler, c'est élaborer un transfert de savoir-faire, élaborer une modélisation qui permettrait que d'autres, dans leur contexte, puissent s'appuyer sur nos expériences et faire ce qui est nécessaire de faire dans leur territoire. Alors Sandrine, on l'a dit, l'ambition aussi de ces services médicaux de proximité, c'est de former des futurs médecins et d'encourager leur installation dans ces services ou dans la région où ils pourront faire justement équipe avec d'autres praticiens. Alors est-ce que ça fonctionne? Combien de nouveaux médecins sont venus s'installer à Cholet? Alors, déjà, il y a un assez grand engouement des médecins pour venir faire leur stage d'interne dans ces dispositifs-là. Parce qu'en fait, il y a un vrai enrichissement mutuel entre les médecins plus âgés, seniors, et les jeunes. Les seniors s'y retrouvent, les jeunes s'y retrouvent. Donc déjà, ça veut dire que ces terrains de stage sont assez prisés et ils remportent un vrai succès. Après, c'est vrai que l'incitation à l'installation, elle vient d'un certain nombre de critères et pas seulement de l'intérêt qu'ils portent. Mais Cholet fait partie de ces déserts médicaux. Alors, quand même? Oui, Cholet fait partie de ces déserts médicaux. Ça fait 1 an qu'il a été ouvert. Alors aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour dire si les jeunes vont s'installer. Mais en tous les cas, ils sont très contents de ces terrains de stage et les médecins seniors à nouveau s'y retrouvent. Oui, parce qu'ils peuvent partager, ils sont en équipe, ils ne sont pas tout seuls. Dans les critères de choix du tutorat, il y a ça, c'est de pouvoir avoir un exercice en liaison avec les autres professionnels de santé. C'est-à-dire, ça a beau être c'est un vrai désert médical Cholet, mais il y a des kinés, des infirmières, des spécialistes, donc on peut travailler avec tout le monde. Ça, c'est très important pour un jeune. Alors, une autre façon de libérer du temps pour les médecins, c'est la délégation de tâches, ce que vous faites très bien aussi dans votre centre à Cholet. Oui, on a très vite compris, ou en tous les cas mis en place les moyens de recentrer le praticien sur son cœur de métier et lui faire de ce qui est de la médecine et de le décharger, c'est ce que disait le docteur Poillon tout à l'heure, de l'ensemble des charges administratives. Donc le secrétariat gère les rendez-vous, la prise en charge de la carte vitale. Ça, c'était vraiment très important pour motiver les médecins à venir dans ces dispositifs-là. Et puis après, on a saisi l'opportunité du dispositif des assistants médicaux qui, eux, préparent les consultations, avancent la consultation. Et là, le médecin, il est vraiment sur son cœur de métier. Un assistant qui va prendre l'attention, par exemple, ou ce genre de choses. Il peut faire des examens, effectivement des examens, il peut prendre l'histoire de la maladie, il peut effectivement faire un certain nombre de mesures, et c'est du temps de gagner, entre guillemets, pour le médecin. Mais est-ce que les médecins sont prêts à déléguer aujourd'hui ? Alors, je dirais que ça dépend des médecins. Alors, puisque nous, dans nos dispositifs, nous avons à la fois des jeunes médecins et aussi des médecins retraités, parce que nos centres de santé, leur côté très innovant, c'est que ce sont des médecins retraités qui ont repris du service.
Au début, c'était un peu compliqué de leur faire entendre le fait de déléguer, parce qu'ils avaient l'habitude de faire des consultations assez longues, et donc ils avaient l'impression de ne pas faire leur travail correctement. Et puis, les choses se sont installées dans le temps, et ils y ont vraiment vu l'intérêt, et ils ont co-construit vraiment une relation de confiance avec l'assistant médical. Et je dirais que maintenant, c'est gagné. Mais ça n'était pas forcément gagné au départ. Docteur Poignant, vous qui êtes médecin, vous déléguez un peu ? Ce qui se passe, c'est la difficulté de passer d'un exercice solitaire à un exercice finalement en groupe. Donc c'est comme dans une maison médicale, l'assistant, il n'est pas tout seul pour un médecin, il est partagé. Donc ça change au niveau des pratiques, au niveau de l'information, au niveau des habitudes. Donc c'est un centre, c'est plus l'exercice d'un seul médecin. Donc bien sûr, la délégation de tâches, elle est très importante. Et la grosse difficulté des médecins, c'est le temps administratif aujourd'hui. Bien sûr. Alors toujours justement dans l'objectif de libérer du temps pour les médecins, il y a aussi les personnes multitâches. Et Sandrine Boyer, vous proposez des bilans dentaires, auditifs ou visuels à domicile pour les personnes qui vivent dans des déserts médicaux et ou qui ont des difficultés à se déplacer. Et c'est une même personne qu'on appelle un référent santé qui va assumer, en tout cas assurer tous ces bilans. Et je vous propose justement de suivre Guillaume dans sa tournée. Regardez. Je vous tire un peu l'oreille. Hein. On va changer les tubes. Oui. Qui commencent à être un peu durs. Oui, comme d'habitude. Ouais. C'est bien parce qu'on n'a pas à se déplacer et puis quand on est âgé, c'est fatigant, quoi. Quand on arrive chez les gens, on peut être amené pour faire des bilans auditifs, donc détecter éventuellement une perte auditive, auquel cas après on va préconiser donc à la personne d'aller directement voir un médecin ORL. Voilà. Ah, c'est bien. Comment allez-vous ? Ça va depuis la dernière fois. Vous la voyez bien là ? Oui. Parfait. Donc là, sur vos anciennes visions de près, on avait plus 2 sur l'œil droit. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on va avoir plus 3,75. On avait un médecin, il a pris sa retraite, et il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a pas d'ophtalmo, il n'y a rien. Hein. Ce service s'adresse aux personnes qui sont en perte d'autonomie, mais pas que. Le fait d'avoir une seule personne qui propose 3 offres, ça nous permet d'augmenter, si je peux dire, le panier moyen et de rendre viable le fait de se déplacer au domicile des personnes en proposant le même service et le même prix qu'en centre ou qu'en magasin. Ce service domicile réalise 600 rendez-vous par mois. Bon, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont aussi sympas que Guillaume, mais c'est vrai que ça permet de créer du lien social, de lutter contre l'isolement aussi. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec ça, docteur Poignant. Oui, c'est... Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ces référents médicaux déjà ? Alors non, je découvre et je trouve que ce concept d'aller vers, c'est quelque chose de très important. Puisque quand on parle d'accès aux soins, c'est justement le problème d'aller vers. D'aller vers le médecin. Et là, si les soignants vont vers les patients, c'est clairement une bonne idée. On verra... J'espère que l'expérimentation sera un grand succès. Alors, il y a une autre façon aussi d'aller vers les patients qui ne peuvent pas se déplacer. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui. C'est la téléconsultation qui peut être une bonne solution aussi pour lutter contre ces déserts médicaux. Alors, pour ceux qui n'ont encore jamais consulté à distance, docteur Poignant, expliquez-nous comment ça marche, le principe de la téléconsultation en quelques mots. Alors, ça marche comme les visios qu'on a pratiquées pendant le Covid. Oui, donc je pense que ça parle à tout ça, le c'est monde clair. maintenant. Donc, c'est très simple. Alors maintenant, comment ça vient s'inscrire dans le parcours de soins ? Donc il y a quand même 10 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est beaucoup de monde. Et donc ils n'ont pas d'accès forcément facile à un médecin. Donc à ce moment-là, ils peuvent recourir à une téléconsultation. Pour d'autres, ce sera une téléconsultation avec leur médecin traitant dans le cadre de suivi de maladies chroniques. Je prends un exemple très simple, l'hypertension. On a chez soi un autotensiomètre, c'est fiable, ça a été démontré. Et donc on prend sa tension. On se retrouve en téléconsultation avec son médecin généraliste qui peut adapter les traitements sur un patient connu. Maintenant, la téléconsultation, c'est aussi utile en cas de... Ça n'est pas un service d'urgence, mais c'est utile en cas de besoin qui survient. Eh bien, au moment où la permanence des soins ambulatoires n'est pas bien assurée, donc ça veut dire la nuit, ça veut dire, ou moins bien assurée, ça veut dire le samedi matin, ça veut dire les week-ends. Et là, c'est clairement une solution très intéressante pour tout le monde. Ce sont les femmes
qui s'occupent de la santé des familles, Oui. qui s'occupent de la santé de tout le monde, ce sont les femmes qui téléconsultent le plus. Et Mais oui. 50% des Français, j'avais lu ce chiffre, restent méfiants vis-à-vis de la téléconsultation. Alors comment l'expliquer et quels seraient les points à améliorer de la téléconsultation? Parce que je pense qu'on pourrait facilement dire que tout peut se faire en téléconsultation. Et je pense que pour tout un chacun, se dire qu'on ne va jamais voir son médecin physiquement, c'est quand même perturbant. Et en fait, c'est pas ça la pour l'examen téléconsultation. clinique, l'auscultation. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas ça la téléconsultation. C'est certains actes dans certaines conditions, et ça n'empêche pas que, bien évidemment, une première consultation, elle se fait forcément avec un médecin, et qu'on voit quand même son médecin. Donc, je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire pour éviter de penser que tout va se faire à distance, de façon dématérialisée, avec des objets connectés divers et variés. C'est pas ça. Enfin, c'est une solution complémentaire à d'autres dispositifs qui existent. Exactement. Ce qui est très important, c'est d'expliquer qu'on vient complémenter, recoudre une partie du parcours de soins. C'est-à-dire qu'en téléconsultation, quand on fait une téléconsultation, on fait un compte-rendu. Le compte-rendu, il doit être adressé au médecin traitant s'il existe, ou il faut le confier au patient pour qu'il le présente à un médecin qu'il va rencontrer physiquement. Il y a certains sujets qu'on ne peut pas traiter en téléconsultation, et donc là, il faut recommander une consultation présentielle. Cette pédagogie, elle n'a pas été faite. Exactement. Alors justement, il y a un acteur qui pourrait jouer un rôle majeur dans la téléconsultation, aussi dans ce travail d'information, et plus globalement dans la lutte contre les déserts médicaux, c'est notre ami le pharmacien qui peut aujourd'hui s'équiper notamment d'une cabine de téléconsultation. Et puis quel que soit l'endroit où nous habitons, il y a toujours un pharmacien à moins de 10 minutes en voiture. Et c'est vrai qu'en cas de rhume, de maux de ventre, de brûlure d'estomac et de Covid aussi, on est de plus en plus nombreux à sauter la case médecin pour aller directement chez son pharmacien, surtout si on habite dans un désert médical. Alors qu'est-ce que les Français attendent aujourd'hui de leur pharmacien? Comment la pandémie a-t-elle redessiné les contours de la profession? Autant de questions que nous sommes allés poser à Giseux, au pharmacien de la ville. Regardez. Giseux est situé à 10-12 km de Bourgueil, voilà, en milieu rural, et donc population d'environ 450 habitants. Il y avait avant un cabinet médical, il y avait un médecin. Donc, comme je vous ai dit, il est parti en 2015. Quand on lui a proposé une place dans une MSP, on est des fois, entre guillemets, coincé. On ne sait plus, on ne peut pas adresser au médecin de notre village. Je dirais qu'il y a un petit peu deux aspects. Il y a la personne qui vient pour un conseil. Après, des fois, c'est le médecin. On dit, non, là, c'est ressort du médecin. Donc, il faut trouver un médecin. Donc, on fait des fois plusieurs médecins, et voilà. Et puis, des fois, il y en a qui repartent avec les pompiers aussi, parce qu'on est vraiment le premier recours. La pharmacie, c'est quand même un endroit où on peut pousser la porte et avoir un conseil tout de suite. Une urgence, elle est prise tout de suite, elle n'attend pas. On a installé donc à Giseux une borne de télémédecine qui permet à n'importe quel patient d'avoir un médecin en visio dans les 10 minutes, un quart d'heure. Et on a plein de missions nouvelles qu'on peut développer, d'autant plus qu'on est dans un territoire où il n'y a pas beaucoup de médecins. Donc l'exercice en milieu rural est agréable. Faut aimer, faut vouloir être vraiment au service du patient. En voilà une pharmacienne dynamique. Bon, évidemment, je ne vais pas être très partiale, mais le pharmacien à la rescousse des déserts médicaux, ça, c'est une excellente idée. En fait, tous les acteurs doivent être mis à contribution. Oui, il y a les infirmiers, on n'en a pas parlé non plus. Faut trouver, les solutions, elles se trouvent dans beaucoup d'innovations. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont réfléchies et je pense qu'il ne faut pas s'interdire de pouvoir s'appuyer sur les pharmaciens qui ont quand même l'atout d'avoir un maillage sur le territoire qui est important. Et qui peuvent s'équiper d'une cabine de téléconsultation. Encore faut-il qu'il y ait un médecin pour téléconsulter. Oui, cabine, exactement. Cabine ou borne, peu importe, mais la question c'est où est le médecin qui donne son temps médical et qui est rendu disponible sur le territoire. Comme on manque de médecins... Ça ne va pas s'arranger, effectivement, et ça va être même encore un petit peu plus difficile du fait du PLFSS qui arrive, puisque dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est question d'autoriser les plateformes de télémédecine pour 2 ans renouvelables, avec de nombreuses conditions, et notamment celle de ne pas déterritorialiser complètement le soin. Donc il n'est pas sûr que ce soit une solution pérenne, même si c'est une solution tout à fait intéressante aujourd'hui. Demain, peut-être qu'une plateforme de téléconsultation devra employer des médecins sur le territoire, ce qui est une autre logique. Oui, bien sûr.
Hein, Dans donc d'autres on ne sait logiques pas encore. économiques. Aujourd'hui, on ne sait pas. Bon, c'est quand même pas très encourageant tout ça, mais j'avais quand même envie de vous demander quelles seraient les raisons de rester optimiste pour conclure cette émission. Ouais, non, je pense quand même qu'on peut rester optimiste parce qu'il y a d'abord une prise de conscience. On peut dire qu'il y a de la mobilisation sur le terrain. Les collectivités s'emparent du sujet, les régions s'emparent du sujet, des opérateurs. Oui, juste une petite parenthèse, il y a une concertation sur l'accès aux soins qui va débuter en octobre, c'est ça, pour se prolonger jusqu'au printemps avec les représentants des soignants, qui devrait déboucher sur une boîte à outils mise à disposition des territoires. C'est exactement ça. Une bonne C'est la mesure, boîte ça à outils, en fait, Ouais. qu'on cherche. Et il faut se dire qu'il n'y a pas de solution unique et qu'en fonction des territoires, il y a des solutions qui sont propres au territoire parce que l'écosystème permet à un moment donné que des acteurs arrivent à trouver, en innovant, des solutions qui ne sont pas forcément transposables ailleurs. Donc il faut vraiment tenir compte de la particularité des territoires. Docteur Poignant, des raisons pour rester optimiste quand même? Tout à fait. D'abord, on a beaucoup d'innovations en France, en santé et en tech en général. Donc oui, il y a des solutions qui émergent de plus en plus, que ce soit en santé mentale, que ce soit en santé générale. Il y a un tissu mutualiste fort en France aussi qui est porteur quand même d'innovation et de transformation du système de santé. Donc oui, moi je suis très optimiste. Hein. Bon, tant mieux. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir partagé votre expertise, vos coups de cœur et vos coups de gueule aussi. Hein. Je pense qu'il y avait des choses à dire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore pour votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.